Donc je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, mais comme vous pouvez le constater, qui est extrêmement différente de ce que je fais d'habitude. J'ai l'honneur et le plaisir d'être aujourd'hui avec un artiste français que j'aime énormément, un grand poète selon moi, qui s'appelle Raphaël Zacharie de Izara. Et donc peut-être certains d'entre vous avaient pu déjà voir certaines vidéos. C'est quelqu'un qui produit énormément de textes depuis des années et des années. Je le trouve particulièrement talentueux et donc j'ai voulu le rencontrer et discuter un petit peu avec lui, puis montrer par là, même occasion, que voilà, tout affreux islamiste, intégriste, radical et tout ce que vous voulez que je puisse être, ça ne m'empêche pas d'apprécier quelqu'un de valeur et de qualité voilà, et de vouloir partager ça avec le plus grand nombre. Et c'est réciproque. Voilà, bah écoute, je te remercie beaucoup de me recevoir. Alors, j'ai intitulé cette interview 10 questions à Izara parce que voilà, c'est très simple, j'ai 10 questions à lui poser. On va essayer donc de balayer un peu pas mal de sujets. Alors, première question, à quel moment as-tu commencé à écrire ? Et as-tu décidé de te consacrer pleinement donc à ton art poétique ? Voilà, à la faveur de quel élément ce déclic s'est déclenché en toi ? Bon, bah, disons un déclic, c'est plus dans la durée, voilà. J'ai eu une prise de conscience un peu avant la vingtaine, hein, que j'étais fait pour l'écriture, mais alors même si à l'époque, à 20 ans, je ne savais pas écrire, hein, oui. Mais la volonté et l'amour des lettres a fait que on arrive à tout de la volonté, quoi. Quand on aime faire ce qu'on fait. Oui. Eh bien voilà, on dépasse les montagnes et puis on... Donc c'est cette passion qui t'a fait progresser. Cette passion, je dirais pas parce que je n'aime pas le mot passion. Cet amour cet amour viscéral pour les lettres. Très bien. Avec mon maigre niveau 3e, voilà, j'ai su prendre la plume par les cornes, si je puis dire. Voilà, et puis, excellent. Et aller. D'accord. Donc dès la vingtaine. Oui, dès la vingtaine. Et après c'était, alors je pourrais dire de 20 à 30 ans, c'était la période d'apprentissage. D'accord. Voilà, parce qu'il y a du travail. Évidemment. D'accord. Très bien. Deuxième question, donc tu as dit que tu n'as pas beaucoup lu, il me semble. Quasiment pas. Voilà. Je suis inculte. Voilà. Et alors dans ce cas, je me suis demandé d'où venait cette richesse de vocabulaire qu'on peut constater dans tes textes. Oui, mais le vocabulaire, ça, on les a dans les dictionnaires. Ça, c'est rien, ça. C'est qu'une... Oui, mais je veux dire quand même, en général, on le prend en lisant justement beaucoup. Et toi, c'est pas ton cas. Alors... Non, la littérature, c'est pas du vocabulaire. Ça n'a rien à voir. Oui, mais tu déploies quand même une richesse de vocabulaire. D'où elle vient? Non, mais attends, je vais répondre. Je vais te répondre. D'accord. D'abord, le vocabulaire, c'est un aspect anecdotique dans la maîtrise de la littérature. Le tout n'est pas d'avoir du vocabulaire, le tout est de savoir quel mot choisir. Voilà, c'est agencer, l'agencement du vocabulaire. Parce qu'avec le vocabulaire, tout le monde peut en avoir, même un imbécile. Oui, mais beaucoup ne l'ont pas. Oui, d'accord, mais il y en a qui l'ont, mais c'est pas pour ça qu'on a la plume. La plume n'a rien à voir avec le vocabulaire. L'essentiel n'est pas dans la richesse du vocabulaire. L'essentiel est dans l'agencement de ce vocabulaire. Alors je l'ai appris tout simplement dans le dictionnaire des synonymes, puis après ça va tout seul. Très bien, d'accord. Mais ça c'est du travail bête et méchant, c'est pas ça. Encore une fois, je le répète, la littérature, c'est la manière de voir cet agencement de vocabulaire. Et ça, c'est autre chose, c'est tout un art. D'accord, toute la subtilité. Oui, c'est ça. Parce que vocabulaire, n'importe qui peut mettre des... Mais non, il faut bien choisir le mot. Il faut savoir où les mettre. Où les mettre, et là, selon la musicalité, le sens, la portée idéologique ou littéraire. Et tout ça, c'est ça le plus difficile dans la littérature. C'est pas les mots, le vocabulaire en soi. D'accord. Bah écoute, c'est quand même rare, je voulais souligner cet aspect-là, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'a pas énormément lu de livres... Non, mais quasiment, non, je suis sincèrement, voilà, j'ai dû lire une vingtaine de livres classiques. C'est d'autant plus prodigieux. Et lire, survoler. D'accord, c'est d'autant plus prodigieux, impressionnant. C'est ce qu'on appelle le miracle littéraire. C'est ça. Le miracle de la création. Absolument. Et la création, c'est un principe divin, encore une preuve indirecte de l'existence de Dieu. Absolument. Voilà. Je suis l'incarnation de la preuve que Dieu existe, puisque je crée... des beaux textes. De très bons textes sans base littéraire, livresque. Absolument. Je voulais aussi savoir, parce que cette production littéraire qui est la tienne est très très prolifique. Tu as écrit, je crois, plus de 2000 textes, quelque chose comme ça. Non, 1700. Oui, voilà, de cet ordre-là, c'est énorme. 1800, oui.
Voilà. Et encore, je me restreins parce que si j'étais motivé par c'est la demande qui me motive. D'accord. J'en érirais beaucoup plus. D'accord. Bon, bah écoute, c'est quand même énorme. Et cette production-là, elle est donc à la fois une production de texte, mais aussi de vidéo. Parce que ces textes-là, tu les mets en scène en vidéo. Et ce que je voulais savoir, c'est quelle est la part que prend chaque partie de cette création, donc l'aspect de texte et l'aspect vidéo. Quelle est la part de chacun dans ton travail? Est-ce que tu consacres finalement tes efforts et on va dire ta réflexion beaucoup plus au texte que à la vidéo, ou à parts égales, ou comment ça se combine? Oui, alors ça c'est une bonne question, une question à laquelle j'ai déjà répondu dans d'autres interviews. D'accord. C'est que pour moi, l'aspect filmique, visuel, ce n'est que secondaire. Parce que l'essentiel là-bas, c'est le texte. D'abord, s'il faut avoir un bon texte pour faire une bonne ou mauvaise vidéo, mais en tout cas, si on veut une bonne vidéo, il faut un bon texte. Parce que je me suis aperçu sur Internet que ce qui fonctionnait, c'était le côté visuel, ludique. Donc, comme je me dis, en règle générale, la littérature a un succès plutôt modéré sur Internet. Donc, si on veut mettre en valeur les textes, eh bien, il faut les mettre en forme, sous forme plus ludique, quoi. D'accord. Pour pouvoir toucher le. C'est presque de la pédagogie, quoi. Oui, c'est ça, c'est pédagogique. Mais l'essentiel pour moi, c'est le texte. Oui, le texte. C'est ça qui exige de toi le plus de. Oui, bien sûr. Dans la vidéo, c'est rien. Comme je dis, c'est un amusement, c'est rien. D'accord. Oui, mais parce que quand même, tu t'emploies à quand même à mettre en scène tes vidéos d'une certaine manière. Dans la mesure du possible, dans la mesure de mes possibilités, de mes modestes possibilités filmiques. Voilà. Mais pour moi, ça constitue quand même un travail en soi aussi. Oui, c'est un travail, oui. Montage, etc. J'ai que ça à faire et ça me plaît. Alors, pour moi, c'est un amusement. Très bien. Et puis d'ailleurs, oui, je voulais dire oui, non, parce que la vidéo, donc c'est l'aspect, donc j'en reviens à l'invisible est essentiel pour l'invisible est essentiel. C'est ça, voilà, l'image, elle sous-tend le texte. Très bien. Ce qui est invisible, c'est le texte, mais c'est ça qui est important. Voilà. Il faut avoir un bon texte. Au service du texte, en fait. Voilà. C'est pour je ratisse l'art. Très bien. Voilà, j'essaye. Très bien. Bah écoute, c'est parfait. Mais attendez, cela dit, je ne critique pas. J'admets que la littérature, elle puisse sembler un peu austère à certaines personnes. C'est normal. Moi-même, je m'ennuie la plupart du temps quand j'ai des textes classiques. Voilà. Donc j'essaye de mettre un peu de couleur, je dirais, à travers cette mise en image. Surtout à notre époque. On est dans une civilisation d'image. Alors là, évidemment, l'austérité n'est plus supportable pour les gens. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est critiquable? Je ne sais pas, moi. D'accord. Voilà, je m'adresse à des gens qui ont été élevés dans l'audiovisuel. Oui, donc tu prends les choses comme elles sont et tu bien fais sûr, avec. Voilà. Parce que mon but, c'est de répandre à la beauté gratuitement. Absolument. Attention, j'ai bien gratuitement. On va y venir justement. C'est une parfaite transition parce que c'est la question suivante, la 4e. Donc, tu n'as jamais voulu, il me semble, faire d'argent avec ton œuvre. Jamais. Voilà. Et tu as même d'ailleurs, il me semble, encouragé les gens à carrément plagier. Oui, et à se faire de l'argent sur le et à s'en servir. Donc en décidant finalement d'offrir cette production totalement. Non seulement je l'offre, mais je souhaite qu'ils gagnent de l'argent avec ça s'ils le peuvent. Et justement, ce qui prouverait que la qualité de mes textes d'ailleurs. Mais alors justement, je voulais voir par rapport à toi, je voulais savoir, est-ce que pour toi la gratuité est consubstantielle à la véritable poésie? Est-ce que ça va de pair? Non seulement à la poésie, mais aux idées, à tout, aux idées, à tout ce qui est de l'ordre très important pour toi, ce concept de gratuité bien sûr. Dans la création. Mais normalement, il y a même des choses qui nous semblent évidentes qui devraient être gratuites. D'accord. Comme la nourriture, la santé, voilà. Alors, à raison de plus, les richesses intellectuelles. L'art, tout ça, ça devrait pas être Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu très rare. Parce que la plupart des gens, immédiatement, se disent qu'il faut rentabiliser tout ça. Alors, il faut en faire un film, il faut en faire un livre, il faut vendre, il faut en faire une exposition, quelque chose. Enfin, il y a toujours ce côté, je crée quelque chose, voilà, et il faut le commercialiser. Alors que toi, tu t'es radicalement refusé à cela. C'est même pas que je me suis refusé, c'est que c'est en moi. Voilà, pour moi, ça va de pair avec la gratuité, c'est normal. Voilà. Je sais pas, c'est une œuvre, ça vient de Dieu, c'est un don divin. C'est ça. Est-ce que je vais pas monnayer ce qui vient du ciel quand même? Voilà, très bien, très bien. Et puis même, ça me semble, puis c'est pas sain tout ça, et puis c'est très vulgaire. Oui, voilà, c'est-à-dire que quelque part, tu penses, tu me dis si je me trompe, c'est-à-dire que quelque part, monétiser la beauté, c'est comme la trahir, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'elle est spontanément... C'est la prostituer, je dirais. Voilà. Pas la trahir, mais je dirais la prostituer. C'est ça. Et ça, c'est cet esprit-là que je combats, que je déteste. Absolument. Je déteste tout ce qui est... Mais je vais aller même aller plus loin, quitte à paraître imbuvable, mais même celui qui
qui à juste titre, par exemple, qui a besoin de manger, de nourrir sa famille, et qui, en ce nom, réclame de l'argent pour ses œuvres, même ça m'insupporte. Absolument, d'accord. C'est légitime peut-être, mais vendre de l'art pour nourrir sa famille, non. Voilà. Ça me choque. Rabaisser cet art au rang d'objet. Bon, c'est peut-être pas très humaniste de ma part, je l'admets, mais voilà, c'est ma conception des choses. Je comprends. Et justement, alors pour faire une transition aussi, pour rester un peu dans ce domaine de l'argent, tu déprécies un petit peu, tu as dit que tu dépréciais, et à juste titre selon moi, le travail salarié, bête et méchant, de boulot, métro, boulot, dodo, de tout le monde, qui va la plupart du temps pour exercer d'ailleurs des emplois complètement débilisants. Bon bref, et donc tu as toujours un peu de mépris pour cela. Alors attendez, je nuance. Ouais. J'ai pas de mépris. J'ai un mépris pour le système. Voilà, je ne méprise pas les gens, bien sûr. Les gens, les pères de famille qui sont honnêtes et courageux. Évidemment, mais c'est cette organisation. Voilà, d'accord. Voilà. Et donc tu déprécies ce côté-là, donc ce travail salarié. Le système. Et son corollaire, d'ailleurs, la consommation de masse. Parce que oui, mais ça, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, je pense. Ça va de pair. Et donc, est-ce que tu considères finalement que la seule activité humaine vraiment digne d'intérêt et qui a vraiment de la valeur, c'est la contemplation? Et que finalement, c'est le sommet de ce que l'homme peut faire dans sa vie, c'est de se livrer à la contemplation. Je dirais que oui, en partie, et c'est aussi l'amusement qui s'amuse. C'est-à-dire, quand j'appelle amusement, c'est par exemple éduquer les autres, chercher à les élever, et faire ça dans la joie, dans la légèreté, dans l'humour. S'amuser, c'est l'activité aristocratique par excellence. Oui. Les aristocrates ne se salissaient pas les mains. Ils étaient beaucoup plus intelligents, ils ne gaspillaient pas leur temps à ça, ils avaient les moyens pour certains. Absolument. Et donc ils avaient compris la vie, le sens de la vie. Nous sommes faits pour être heureux, joyeux, pour rendre l'humanité belle, heureuse, dans l'élévation. Voilà. Alors, certains disent, alors si c'est un travail qui plaît, c'est plus un travail. Imaginons que l'ouvrier d'usine, il turbine, mais ça lui plaît, ça l'épanouit. C'est tant mieux pour lui. Bien sûr. Et c'est ce que j'aimerais que. Je veux pas que ça les déprime. C'est un peu comme par exemple un artisan qui aime l'ouvrage qu'il fait. Bien sûr. Et là, ça sort du côté purement. Voilà. Mais si à l'usine, pourquoi pas? Moi, si ça les épanouit, moi je souhaite que les gens soient heureux dans leur travail, non pas qu'ils soient déprimés, obligés de. Et qu'ils soient abrutis, animalisés. Non, l'homme est fait pour s'élever. Il est fait pour s'amuser, pour s'élever, pour être joyeux. Voilà. Le bonheur, c'est la joie de vivre, c'est divin, c'est un principe divin. On n'est pas là pour être triste, on n'est pas là pour déprimer. Absolument. Et moi, je vois les gens qui n'arrêtent pas de se plaindre. Ils ne voient pas je parle des gens en France. Ils ne voient pas la. Moi, il y a beaucoup de gens qui se suicideraient parce qu'ils auraient le peu d'argent que j'ai. Et d'ailleurs, c'est arrivé. J'ai une anecdote, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, que je connais, parce qu'il n'avait pas de travail. Mais c'est pas pour ça qu'il était malheureux dans l'absolu. C'est terrible. C'est terrible. Cette incapacité de voir le bonheur réel, bien sûr. Où il est. Dieu nous a donné la vie, on a la santé. J'ai la santé, j'ai la vie, mais qu'est-ce que je pourrais me plaindre de quoi? Absolument. J'ai l'essentiel, j'ai les châles, même la voiture, le luxe, je ne l'ai même pas demandé. J'ai une bagnole, une voiture ne m'intéresse pas, c'est pour ma compagne. Mais même ça, je l'ai. De pourquoi je me plaindrais? J'ai Internet, j'ai des caméras, j'ai besoin de rien de plus. Donc tu es quelqu'un de très satisfait. Mais je suis comblé, je suis comblé. Je ne cesse de la répéter. Écoute, c'est très, et moi, j'aimerais être comblé. Attendez. Je suis pauvre. Parce que j'ai moins de 900 €. Alors que les gens cessent de se plaindre, de geindre. On peut être heureux, mais pauvre, c'est un mot. Pauvre en France, ça veut dire riche en Afrique. Oui, c'est relatif, absolument. C'est très relatif. C'est vrai. Non, écoute, je comprends pas qu'on puisse pas être heureux et satisfait qu'on a l'essentiel. Écoute, c'est très intéressant. Je passe à la 6e question, qui rejoint un peu cela d'ailleurs, cette notion d'être pauvre et heureux. Et parce que j'ai remarqué que pour toi, il y a quelque chose de très important, c'est la simplicité. C'est quelque chose que tu mets beaucoup en avant et que tu défends énormément, et c'est très bien. Et donc, je voulais savoir, est-ce que pour toi, la simplicité, notamment en matière artistique, est quelque chose qui est bien supérieur à la sophistication? Ou est-ce que la simplicité a de plus que la sophistication, c'est l'authenticité, la sincérité? Est-ce que la sincérité va de pair avec la simplicité? Alors, pour répondre à ces questions, moi je suis pas trop d'accord, non. D'accord. Je dis que oui, c'est vrai que j'ai dit que le simple est non, le complexe est beau, le simple est sublime. Voilà. Bon,
C'est ce que je dis. Très bien. Je crois que la simplicité est supérieure à la complexité. Voilà, en quoi? Alors, je pars dans l'art, dans la littérature. Oui. Je ne parle pas dans la création, parce que tout ce qui a été créé est complexe et insondable. Le moindre atome. Moi, tous les jours, je pense au génie divin qu'il y a dans chaque chose. Absolument. C'est incroyable. Les gens ne se rendent pas compte. C'est vrai. Comment harmoniser, tout ce qui existe, les atomes, des étoiles aux atomes, jusqu'à l'agencement de la nature, entre les espèces, etc. Cet équilibre incroyable qu'il y a de l'atome à l'astre, et dans tout l'univers, c'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Oui, c'est un miracle. Ça me dépasse de voir le génie divin qu'il y a dans toutes choses et les correspondances qu'il y a, tout s'harmonisait. D'ailleurs, quand on regarde les choses, tout est beau, rien n'est laid. Et c'est vrai que on se dégage de tout cela un sentiment de simplicité. C'est-à-dire, on a l'impression que... oui, en même temps, c'est ça. Voilà. C'est ça le miracle de la... Et c'est de ça que tu t'inspires aussi dans ta propre œuvre. Et moi, oui, c'est ça, ça m'émerveille. C'est à la fois complexe et à la fois d'une simplicité biblique, divine. Un ciel bleu avec des nuages. En même temps, c'est très complexe, il y a une alchimie à l'intérieur. Et en même temps, c'est un tableau très simple et ça nous subjugue. C'est le miracle de la création divine. Moi, je découvre ça tous les jours. C'est incroyable. Nous sommes immergés dans un miracle permanent. C'est le miracle permanent. C'est vrai. Et rien que ça, je sais pas, moi, les gens devraient s'émerveiller. Et c'est encore la preuve de l'existence de Dieu. Absolument. Il suffit juste d'en prendre conscience. Il suffit de s'ouvrir et puis de voir les choses, de capter les choses. C'est pas compliqué. Il suffit de s'émerveiller, mais devant n'importe quoi. Tout peut être matière à... Tout est matière à émerveillement. Absolument. D'accord. Justement, en parlant d'émerveillement, je voulais te parler t'interroger au sujet du rapport entre la beauté et la vérité. C'est-à-dire que souvent on associe beauté et vérité comme une sorte de contenant et de contenu. Et je voulais savoir, est-ce que toi, tu penses qu'on peut dissocier les deux? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait faire du beau avec du faux? Alors, on appelle ça l'artifice. Voilà, d'accord. L'artifice, c'est beau des fois, l'artifice. Bon, après, c'est une question de mots. Alors là, je serais pas... Alors, le mensonge peut être beau, le diable est beau, Satan est beau. Sinon, il ne serait pas Satan. Alors, ça, c'est une question un peu difficile. Le simple est toujours beau. On peut faire du beau avec du faux, malgré tout, avec du mensonge. Alors, par exemple, le mensonge est toujours beau de façon... J'ai pu voir, par exemple, que parfois, tu faisais certains exercices de style qui consistent à défendre certaines postures auxquelles tu n'adhères pas en réalité, mais le faire par amusement ou par exercice. Par pédagogie. D'accord. Pour montrer l'absurdité, notamment chez Rimbaud. Je m'excuse, je suis désolé pour tous ceux qui admirent Rimbaud. Mais moi c'est ma conception de la littérature. Les chimères rimbaldiennes, non, ça marche pas sur moi, je regrette. Voilà. Je dis pas que tout Rimbaud Bien sûr, ne vaut rien, j'ai pas dit ça. Oui. Mais c'est valable chez Rimbaud comme chez d'autres. Voilà. C'est surévalué. Oui, c'est ça, parce que j'ai une conception. Si moi je comprends pas, c'est ou je suis stupide ou c'est Rimbaud qui sait pas me toucher. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup dans la littérature, dans la poésie, il y a aussi beaucoup d'autosuggestion qui est produite par les élites là. Absolument. C'est-à-dire qu'il nous suggère qu'on doit trouver ça beau. Et du coup on s'auto-conditionne à s'émerveiller devant cette œuvre, alors que finalement si on prend un peu de recul, elle ne serait pas... C'est ce que j'appelle la supercherie de la littérature. Absolument. D'accord. Voilà, et donc il faut faire attention, et c'est pour ça que moi je pourrais écrire des textes alambiqués, etc., puis me prendre au sérieux. Moi j'ai une conception hugolienne de la littérature. Clarté, simplicité, authenticité, proximité, voilà. De parler de choses humaines, de choses qui touchent l'homme, pas de délire dadaïste. Non. Très bien. Non, l'homme doit être ancré dans le réel, dans ce qu'il touche. D'accord. La dimension humaine, c'est ça, c'est le principe divin. Très bien. Et en même temps universel finalement. Oui, c'est ça, c'est l'universalité hugolienne. C'est ça qui a fait par exemple que moi j'ai été touché par beaucoup de tes textes et que par la beauté de ton œuvre, bien qu'on soit de culture différente. Justement, je dirais c'est parce que, alors je sais pas, c'est une théorie que j'ai, parce que tu es musulman et que donc comme la plupart des musulmans, tu es resté intègre et puis tu n'as pas été dénaturé comme beaucoup d'occidentaux ont été dénaturés par le féminisme, etc. Et je crois, parce que je sais que dans les pays arabes, mes textes ont beaucoup de succès. Oui. J'ai eu un écho de ça il y a quelques années, et il paraît que
Mais alors mes textes qui étaient les plus appréciés par les Arabes, dans les pays arabes, c'était les textes très sulfureux où je dénigrais la femme. Alors ça les faisait rire. Ici, ça. Alors, il paraît qu'en Occident, ça les scandalise, mais là-bas, ça les fait rire. Voilà. Et ça, c'est le caractère de l'esprit arabe, qui sont l'esprit oriental qui est plus subtil quand même. Hein, parce que là, ils n'ont pas cette subtilité-là. Il paraît que c'est les ravages du gauchisme ici. Et puis l'occidentalisation. Mais on y reviendra justement parce que ça sera l'objet de ma dernière question. Là, pour la suivante, je voulais savoir en fait, je voulais te poser une question sur ton inspiration. Parce que j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, que tu sembles attiré par deux univers différents. J'ai l'impression que tu es attiré et inspiré par un côté un peu champêtre, un peu terreux, on va dire, voilà, même boueux, charnel, etc. L'herbe humide, les choses comme ça, vraiment, les pierres, les choses très les éléments, terre à terre, voilà, les éléments essentiels de base, voilà, charnels et très palpables. Et en même temps, il y a aussi dans pas mal d'autres vidéos et dans d'autres textes où tu as l'air être inspiré et attiré par un côté un peu raffiné, éthéré, un peu luxueux, dandy, enfin un côté très sophistiqué. Et j'ai l'impression que ce sont quand même deux univers très différents. Alors, est-ce que tu penses que ces deux univers sont contradictoires ou complémentaires? Non, pas du tout. Non, pas contradictoire. Voilà. Non. Ah, d'accord. Pas du tout. Non. Comment tu vois le rapport entre ces deux côtés? Pour moi, l'authentique esthète est sensible à ça, aux choses vraies et en même temps aux choses plus vaporeuses. Voilà. Autant que ça reste. D'accord. Les deux sont complémentaires, peuvent s'allier. Oui, bien sûr. Non, il n'y a pas de contradiction. Non. Très bien. Non, pour moi, ça. Non, au contraire, parce que je dis. T'as ces deux dimensions en toi, en fait. Non, mais ça fait partie d'un même monde pour moi. Un caillou peut répondre au ciel, à l'azur. Enfin, pour moi, c'est normal, quoi. D'accord. Voilà. Tu fais pas de distinction finalement entre non, tout parce ça. que c'est du réel. Il y a l'esprit, la matière et l'esprit. La beauté est partout, d'ailleurs. Dieu a créé la matière. Pas plus dans un que dans l'autre. Voilà, peut-être plus peut-être plus dans l'élévation, mais dans la matière. Mais tout est beau. Moi, je ne vois rien de laid dans la création. D'accord. Je ne vois rien de laid. D'accord. Même dans l'excrément, comme j'ai dit, ça peut, à titre, bien sûr, nous sommes des humains, c'est normal, mais de manière, je dirais, objective. Oui. C'est toute une alchimie, l'excrément, que ça se dégrade, ça se transforme en fleur. C'est voilà encore une invention simple. Le fumet qui se transforme en fleur. Et c'est merveilleux, comme il n'y a que Dieu qui peut voir ça. Absolument. De l'excrément qui se transforme en fleur. Et puis c'est un cycle éternel comme ça. Mais c'est magique. Rien que les nuages qui font les torrents, la mer, c'est un cycle. Ça se répond. Alors le ciel répond à la terre à travers l'eau. Ça va dans les racines, l'eau, ça fait fleurir le fleur et après ça va dans l'air. Tout ça, c'est symbolique. C'est comme à l'image de Dieu. C'est comme une sorte d'orchestre géant. Oui, c'est ça, mais un orchestre où chacun joue une un orchestre sublime, mais ça dépasse l'entendement humain. C'est une telle merveille. Les gens ne se rendent pas compte. La merveille est partout. Rien que dans tous les principes. Ça va de haut en bas, puis après ça revient. C'est des cycles éternels comme ça. Et c'est à l'image de Dieu, du divin, qui se régénère, qui est la vie partout. Voilà. Le papillon, tous les symboles tous les symboles divins sont là. C'est inépuisable. C'est inépuisable. C'est à l'image de Dieu. Très bien. Moi, ça m'émerveille, ça. Très bien. Écoute, et je te remercie pour cette réponse. Là, on va rentrer vers un peu la fin de l'interview. J'ai une question, donc c'est l'avant-dernière, qui concerne un petit peu. Là, on va fâcher un peu les féministes. Je voulais parler de la montée en puissance. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. La montée en puissance ces dernières années ou ces dernières décennies, en tout cas en Europe, de la laideur, de la bêtise et de la méchanceté dans notre société et dans le monde contemporain. Et je voulais savoir, est-ce que tu ne penses pas que ça vient en grande partie de la libération de la femme, et qu'en fait, plus la femme joue un rôle important dans la société, plus ça tend à corrompre cette société et la tirer vers le bas. Et est-ce que tu ne penses pas que finalement la beauté, l'intelligence et même la bonté sont des qualités profondément et exclusivement masculines en réalité? Non, là je ne serais pas d'accord. Pour moi, la femme a été créée par Dieu et la femme, par nature, elle est à l'image de Dieu, comme l'homme. Elle a l'intelligence de son sexe. Voilà, elle a l'intelligence féminine. Alors, ça peut nous paraître, de notre point de vue masculin, ça peut nous sembler de la bêtise et parfois ça l'est. Voilà, la femme est superficielle, mais en même temps c'est ce qui fait son charme. La femme, moi je crois qu'il faut la protéger, il faut la choyer. Il faut la remettre à sa place quand il le faut, quand
quand elle s'émancipe avec les hérésies, les délires féministes. Un vrai macho respecte la femme. Hein. Il la protège, il ne la frappe jamais. Absolument. Un vrai homme, un homme authentique ne frappe jamais une femme. D'accord. Et voilà, mais ça c'est une... Oui, mais est-ce que le fait que la femme, finalement, la société, on va dire, soit réglée à la hauteur de la femme, ça n'attire pas vers le bas. Bien sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est une hérésie. Mais ça, c'est encore. C'est ça. C'est-à-dire que normalement, c'est à la femme de se fondre dans un moule de se masculin. soumettre. Mais la femme, ça, je sais que c'est pas correct. D'accord. Mais c'est pas de ma faute. C'est Dieu c'est la nature humaine qui est comme ça. Voilà. La femelle chez l'homme, du moins, et aussi dans beaucoup d'espèces. Absolument. Pas dans toutes les espèces, mais dans la plupart. Oui. Et notamment chez l'homme, la femme est soumise à l'homme. D'ailleurs, elle aime cette soumission. Très la bien. Femme qui n'est pas dénaturée. Absolument. Et c'est par cette soumission qu'elle s'élève, en vérité. Bien sûr. Alors que là, c'est le contraire. Elle se rabaisse. Voilà, la femme et elle rabaisse tout autour d'elle. La femme se rabaisse en voulant singer l'homme, parce que la femme n'est pas un homme. Et la femme, elle est faite. D'ailleurs, mais la femme, elle veut être protégée par le mâle. Elle aime être protégée. Hein. Et le rôle de l'homme, c'est de protéger la femme, c'est de la soumettre, d'exercer son autorité masculine. Et c'est pas pour ça, on n'a pas dit qu'il fallait la battre, on n'a pas dit qu'il fallait la baisser, non, au contraire. Comme je le dis, la femme est au pied de son Seigneur, et c'est ce qui l'a grandi, c'est ce qui s'élève, c'est ce qui l'élève, la femme, hein, d'être au pied de son roi. Dieu a mis Ève au pied d'Adam. Très bien. Et la femme qui n'est pas dénaturée. Absolument. La femme aime cette situation. Absolument. Mais que voulez-vous, le féminisme a dénaturé la femme, elle l'a rendue rebelle aux lois génésiques. Voilà, et ce que je voulais surtout mettre en lumière, c'est le fait que les conséquences que ça a sur toute la société. Maintenant, ils sont ennemis, les sexes sont ennemis. Oui, mais c'est-à-dire qu'en féminisant l'ensemble, on voit que ça tire beaucoup plus vers justement la bassesse, la laideur, la médiocrité. La laideur, oui. Voilà, la laideur, vraiment. La laideur. Alors que la véritable beauté, ou la recherche de la beauté, je trouve qu'elle est beaucoup plus masculine. En fait, c'est l'homme qui se... Alors ça, je ne sais pas. Le sens esthétique, le plus profond... l'homme a le génie... Bon, c'est vrai que l'homme a le génie de la création, c'est vrai. Il n'y a pas de femme serveuse. Voilà, c'est ça. Vous avez en littérature, vous avez George Sand, et encore George Sand, elle était... des exceptions, dénaturée, exactement. Sous prétexte de rébellion. Moi, je regrette, je n'admire pas une femme qui s'habille en homme, je regrette. Absolument. Non, pourquoi j'admirerais George Sand? Parce que c'est dans l'air du temps, il faut l'admirer. Mais non, je regrette, je n'admire pas George Sand. Et puis la plupart du temps, elle singe l'homme, simplement. C'est même pas authentiquement féminin, en vérité. Si elle était peut-être masculine, bon, ça c'est un fait. Mais c'est pas pour ça que, non, je trouve ça indécent pour une femme de se déguiser en homme. Est-ce que pour toi... surtout à cette époque. Si on est extrêmement exigeant en termes de pureté de la poésie, est-ce qu'on peut voir... Est-ce qu'une femme pourrait être poète réellement? Ou est-ce que tu penses que seul un homme est capable? Alors, je vais faire une réponse un petit peu comme une boutade. Oui, à condition que cette femme soit une femme virile, c'est-à-dire qu'il y ait de la virilité dans la plume. C'est ça, qu'elle soit pas une femme. Non, mais parce que la femme, sinon, elle débite des niaiseries. Même d'ailleurs, la sensibilité, en vérité, est beaucoup plus puissant chez un homme que chez une femme, en vérité. Dans la création, oui, l'homme est un créateur, la femme est une porteuse, est une pondeuse, elle porte des enfants. Est-ce que la femme est capable de s'émerveiller réellement devant la nature? J'ai l'impression que pas du tout, ça l'intéresse pas. La femme s'émerveille devant un étal de supermarché, mais certainement pas devant le soleil ou une rivière. Ça, c'est masculin. Tu vois bien que par exemple, les femmes, spontanément, n'ont aucun désir d'aller se balader dans la nature, d'aller en forêt ou d'aller... Ça les intéresse pas. Ça, c'est typiquement quelque chose qui vient de l'homme. C'est lui qui voit le reflet de la création divine dans cette nature et qui l'interpelle. J'ai l'impression que ça n'interpellera jamais une femme. Honnêtement. Honnêtement, je veux dire sincèrement, de ton expérience. Ma compagne, elle n'est pas très portée sur ça, mais c'est vrai. Voilà, c'est vrai. D'accord. Mais cela dit, je ne sais pas, là, je ne connais pas vraiment le reste du monde. Mais il est vrai que la création est un principe masculin. Voilà. Oui, bien sûr. D'accord. En général, il existe des exceptions. Voilà, là-dessus, j'ai l'impression qu'on se rejoint. C'est pour ça que on se rejoint sur beaucoup de choses. Voilà, absolument. Et pour finir, on en parlait un petit peu tout à l'heure. J'aimerais qu'on termine sur cette question, sur le fait que tu as souvent témoigné de la sympathie à l'égard des musulmans. Oui, c'est vrai. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Et notamment en défendant, je me rappelle très bien, la femme voilée qui veut préserver sa pudeur. Et que j'ai vu dans tes textes que tu y étais très sensible et que tu défendais ça.
Oui, sans y adhérer absolument. L'affiliation française. Oui, oui, tout à fait. Mais justement, est-ce que je voulais te demander, ne penses-tu pas que les musulmans, aussi bien que les catholiques authentiques, traditionnels, oui. Finalement font face à un ennemi commun qui est la modernité occidentale, la laïcité, la République, le gauchisme, etc., qui veut démolir en fait la tradition de chacun. Et ils veulent démolir ces dieux, ils s'attaquent à Dieu. Voilà. Ils veulent l'athéisme. Voilà, ils veulent démolir les traditions, les valeurs. D'ailleurs, il l'a dit explicitement, Payon. C'est ça, là pour détruire le christian, en d'autres termes. C'est-à-dire qu'on fait face en fait au même rouleau compresseur qui veut s'attaquer à toutes les traditions spirituelles, même différentes entre elles, mais qui veut aplanir tout ça, détruire tout ça, déraciner tout le monde. Voilà, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a là-dessus une certaine proximité entre musulmans et catholiques authentiques face à cet ennemi commun qui veut écraser tout le monde? C'est de là que je suis devenu anti-laïque, anti-républicain. Voilà, c'est tout récent. Je me suis aperçu de l'ignominie de la République, de ce que c'était qu'en fait, la République. Voilà, en tout cas, si ce n'est pas la République, si c'est le résultat d'aujourd'hui de la Révolution. Voilà, le projet maçonnique. Au début, on nous faisait gober que la Révolution c'était bien, etc. Mais quand il tue le roi, donc Dieu, on arrive à des aberrations comme maintenant dans les pays du Nord, ils font. Non, on y arrive en France. Ils veulent faire des toilettes mixtes pour nier les sexes, niveler les sexes, mais que c'est ce délire anti-Dieu en fait. Dieu nous a créés hommes et femmes. Qu'est-ce que c'est que ce délire donc la religion c'est l'ennemi de la République, c'est l'ennemi de la Révolution. Absolument. Voilà. Oui, bien sûr, ça c'est tout récent. D'accord. Mais moi j'ai toujours, par mon éducation, j'ai toujours eu du respect d'ailleurs pour toutes les religions, notamment la religion musulmane. Très bien. Parce que les musulmans, mais alors bien sûr, je ne parle pas des musulmans, des terroristes, des criminels. Absolument. Je parle des musulmans de tous les jours, comme les juifs du quotidien, quoi. Et c'est une religion respectable, comme tous les peuples sont respectables. Et après, il y a les individus, c'est autre chose. Très bien. Les individus, chacun a fait selon sa conscience. Non, moi je ne vois pas en quoi. Moi personnellement, une femme voilée, je la respecte, je regrette. Elle aimait le voile, et puis après, qui est de l'hypocrisie, comme on m'a répondu. Il y a de l'hypocrisie derrière. Ça ne me regarde pas, ça la regarde. Voilà. Peu importe. Voilà. Elle veut défendre une certaine idée de sa religion. Et c'est très bien pour elle. Et je vois pas pourquoi je devrais dénigrer une femme parce qu'elle est voilée. Si elle veut défendre sa pudeur, franchement, je vous dis, je préfère une femme qui est quand même dans un excès de pudeur plutôt qu'un excès de débauche. Oui, absolument. Moi, j'ai rien contre la frivolité, la gaudriole française. Mais là, on a atteint des proportions. Non, là, ça va plus. Il faut pas aller trop loin, quoi. Mettons, on mène des enfants dans les gay pride. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est honteux. Oui, c'est honteux, c'est scandaleux. Absolument. Voilà. Et dire ça fait de moi un homophobe, etc., un fasciste. Et donc, non, il y a la tradition française, c'est la gaudriole, etc. Mais dans certaines limites. Moi, je respecte, je regrette. Moi, je suis. Non, mais je dis ça, mais c'est naturel. Une femme qui est voilée, je vais la débaucher, non? C'est quoi? C'est ça. Voilà, les musulmans, je respecte. Le système veut la libérer de force. Oui, mais la libérer de quoi d'ailleurs? La libération de quoi? De la rendre esclave du sexe, de la débauche? Non. Et ça, on en est là, en France, la République, quoi. Exactement. Je voulais souligner ce point, c'est-à-dire qu'on fait face vraiment au même ennemi qui veut détruire notre spiritualité et notre humanité finalement, qui veut nous rendre indifférenciés et nous soumettre à son modèle. J'apporte une nuance quand même, parce que c'est vrai qu'après j'ai nuancé mon discours par rapport aux réalités politiques, idéologiques qui se passent en France. Il est vrai, il faut le reconnaître. Il y a une surreprésentation des musulmans en France, des musulmans, je veux dire, religieux. Il y a une tradition chrétienne en France, catholique. Il est vrai que moi je n'ai rien contre les musulmans, mais il faut que ça reste dans des proportions raisonnables. Il ne faut surtout pas faire de prosélytisme, bien que je comprenne que tout le monde défend sa chapelle. Nous on fait du prosélytisme. Je comprends qu'ils puissent faire du prosélytisme. Mais il faudrait que, c'est vrai que là c'est plus nuancé parce qu'après ça devient idéologique après. Et je suis d'accord pour respecter la religion, mais il ne faudrait pas que ça devienne il ne faudrait pas islamiser la France.
Bien que, attention, encore là, j'apporte une nuance. Nous sommes dans un pays laïque. Voilà. Que dit la laïcité? C'est la liberté de culte. Alors, qu'est-ce que vous voulez, messieurs les gauchistes? Vous voulez la liberté de culte, alors acceptez que le monde, que la France soit islamisée. Hein. Après tout, si moi, français, j'adhère dans ce coup, je change de religion, j'ai le droit. J'ai le droit, la loi n'a pas le droit de m'interdire de devenir musulman. Voilà. Potentiellement, la France peut être. Alors, et pourquoi pas? Ça serait l'aboutissement, en fait, de leur logique. De leur système. Et puis pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi les gens ils disent nous sommes un pays chrétien? Mais si au départ nous avions été un pays islamiste, eh ben nous aurions dit nous aurions été chrétiens sans les etc. Ben oui, ben voilà, c'est les aléas de l'histoire. Nous déplorons aujourd'hui. Nous déplorons que nous aurions pu être islamistes, mais si nous étions sous l'influence islamiste il y a 2000 ans, eh bien nous déplorerions que il y a le danger chrétien. Voilà, donc c'est valable pour vous aussi, du côté des musulmans. Voilà. Si vous étiez chrétien, vous aurez dit ah oui, on aurait pu être musulman, ça aurait été dommage. Voilà, bon. Mais en tout cas, c'est un paradigme, c'est deux paradigmes. En tout cas, ce qui peut nous réunir, c'est un certain attachement, je pense, à des valeurs fondamentales qu'on partage et qui, voilà, les valeurs sont les mêmes, et qui peuvent nous protéger quand même contre ce système dégénéré, cette vulgarité, cette décadence, cette déshumanisation générale qui se produit, cette féminisation, exactement, cette soumission à la médiocrité, à la laideur, hein, à la déchéance, on peut dire, absolument, et puis à la souffrance, parce que finalement on voit que les femmes sont pas heureuses. Une énorme souffrance. La femme, comme dit si bien Soral, la femme névrosée, voilà. isolée, avortée, mais que si vous voulez que ça lui apporte quoi ça? Absolument. Et donc face à ça, on peut chacun dans sa dimension, en tout cas, mener une certaine résistance en restant attaché à des valeurs ancestrales. Et moi, en tout cas, j'incite et je recommande donc à tout le monde de découvrir tes textes qui sont toujours très très fins, très beaux, très profonds. Et je trouve... incendiaire et subversif, parce que je préviens quand même, parce qu'il y a des gens qui... Absolument. Il y a beaucoup de gens qui ne les supportent pas. Oui. Ce qui prouve que je n'écris pas des niaises. Qu'elles font mouche. Voilà. Écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est moi qui te remercie, Issa, d'être venu de Paris spécialement me voir. Absolument, ça me fait très plaisir. Et j'espère que le plus grand nombre va te découvrir et te soutenir, parce que tu le mérites, tu fais un grand travail. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci à tous. Au revoir.